Bonjour à tous, vous écoutez Marie Petitot, la plume qui dépoussière l'histoire et fait revivre les personnages du passé. Éléonore de Habsbourg. Épisode 1. Un pion politique volontaire. Au cœur de la basilique Saint-Denis, célèbre nécropole des rois et reines de France, l'un des plus impressionnants tombeaux est celui de François Ier et de Claude de France, un monument funéraire en marbre blanc et noir à 2 étages. À l'intérieur du tombeau, François et Claude sont représentés avec un réalisme saisissant. Ce chef-d'œuvre commandé par l'héritier du roi Henri II est installé en 1558 dans la basilique. Sur la plateforme supérieure, des priants représentant des enfants du couple royal accompagnent leurs parents dans la résurrection. Cette Claude de France n'est que la première épouse du roi François Ier. Elle meurt avant ses 25 ans, des suites de ses nombreuses grossesses et fausses couches, sans avoir joué autre chose qu'un rôle domestique, faute d'en avoir eu l'opportunité. Pourtant, c'est elle qui est restée dans la mémoire collective. Qui connaît encore Éléonore de Habsbourg, la seconde épouse de François Ier? Sœur de l'un des plus célèbres et des plus puissants monarques de tous les temps, Charles Quint, reine de France pendant près de 20 ans, Éléonore de Habsbourg est aujourd'hui inexistante. Elle avait pourtant toutes les raisons de marquer l'histoire. Partons ensemble sur les traces de cette femme injustement méconnue pour une raison très simple: la haine qu'inspira son frère Charles Quint à ses contemporains. 2 traitements pouvaient être réservés à Éléonore pour avoir le tort d'être intimement liée à cette figure détestée et diabolisée. Une même haine ou l'oubli. Ce fut l'oubli. Éléonore de Habsbourg est issue d'une famille qui jouit d'une puissance politique et dynastique incontestée sur l'échiquier européen. Une petite remise en contexte s'impose pour éclairer cette période si riche et si dense. Le père d'Éléonore, l'archiduc Philippe le Beau, est lui-même le fruit d'un mariage qui transforme la répartition des territoires entre les grandes maisons souveraines et princières pour les 2 siècles à venir. La mère de Philippe, la grand-mère paternelle d'Éléonore donc, Marie de Bourgogne, seule héritière du puissant duc de Bourgogne Charles le Téméraire, choisit d'épouser Maximilien de Habsbourg en 1477. Pour protéger son héritage, les riches États bourguignons alors en crise, elle a besoin d'un puissant protecteur contre les ambitions du roi de France Louis XI. Si le duché de Bourgogne finira d'ailleurs par entrer dans l'escarcelle de la France, les Pays-Bas bourguignons sont désormais sous la coupe des Habsbourg. C'est un vaste réseau de territoires qui couvre approximativement la Belgique et les Pays-Bas actuels. Lorsque Marie de Bourgogne décède en 1482, Philippe le Beau n'a que 3 ans. Son père Maximilien de Habsbourg exerce la régence des Pays-Bas bourguignons jusqu'à ce que Philippe atteigne sa majorité fixée à l'âge de 16 ans en 1494. Entre-temps, Maximilien a été élu empereur du Saint-Empire romain germanique sous le nom de Maximilien Ier. Bon, vous voyez, du côté paternel pour Éléonore, le lignage est impeccable. Du côté maternel, c'est peut-être encore plus prestigieux. Sa mère, Jeanne de Castille, future Jeanne la Folle, est une princesse espagnole. Ses parents sont les fameux rois catholiques Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. Le mariage de Philippe le Beau, archiduc de Habsbourg, et de Jeanne de Castille, princesse espagnole, célébré en 1496,
marque l'histoire en scellant l'union entre les illustres maisons princières des Habsbourg-Bourgogne et de la couronne espagnole. Un mariage hautement politique qui vient renforcer la puissance territoriale de ces deux maisons contre la France. Surtout que Jeanne, contre toute attente et suite à des décès en série dans sa famille espagnole, devient héritière des royaumes de Castille et d'Aragon, pour le plus grand plaisir de son époux Philippe le Beau. Déjà souverain des Pays-Bas, destiné à succéder à son père l'empereur Maximilien dans ses États d'Autriche, il va en plus recueillir grâce à sa femme la succession de Castille, d'Aragon et de Grenade. Voilà qui en ferait le prince le plus puissant d'Europe. Imaginez-les-moi sur la scène internationale. L'archiduchesse Éléonore de Habsbourg naît de ce couple sur lequel pèse l'éventuel héritage d'un territoire immense. Elle voit le jour à Gand le 15 novembre 1498, dans ce fameux héritage bourguignon. La princesse est l'aînée d'une importante fratrie de 6 enfants. Il y a bien sûr Charles, futur Charles Quint, qui naît en 1500, suivi un an plus tard d'Isabelle, qui deviendra reine de Danemark et mourra très jeune, à peine âgée de 25 ans. En 1503 naît Ferdinand, qui héritera d'une partie des possessions de Charles Quint. Marie, née en 1505 et veuve très jeune de Louis II de Hongrie, secondera son frère Charles Quint en devenant gouvernante des Pays-Bas et en faisant rayonner les arts et les lettres. Reste la petite dernière, Catherine, née en 1507, une autre souveraine oubliée qui régnera sur le Portugal. Mais revenons à l'aîné de cette illustre fratrie. Le premier tournant décisif dans la vie d'Éléonore est la mort soudaine et prématurée de son père Philippe le Beau, qui décède en Espagne en 1506. Il n'aura finalement pas eu le temps de régner sur toutes ces vastes possessions que ses divers héritages et ceux de sa femme lui faisaient miroiter. Sa veuve, Jeanne de Castille, se révèle inapte à gouverner en Espagne. Cette femme fragile qui va sombrer dans la folie, je lui ai déjà consacré un contenu, passera la plupart de sa vie enfermée dans la forteresse de Tordesillas, où elle arrive dès 1509. L'héritage revient d'abord à son père Ferdinand, puis à son fils, le futur Charles Quint. Nous n'en sommes pas là. Les frères et sœurs, orphelins de père, se scindent en 2 clans, les aînés et les plus jeunes. La pauvre petite Catherine est enfermée à Tordesillas avec sa mère, qui refuse de s'en séparer. Ferdinand, né lui aussi en Espagne, est élevé par son grand-père maternel Ferdinand d'Aragon. Les 4 autres, les aînés, connaissent une enfance très différente. Éléonore, Charles, Isabelle et Marie sont remis à l'autorité de Marguerite de Habsbourg, la sœur de Philippe le Beau. Une femme extraordinaire à laquelle son père Maximilien confie de hautes responsabilités. Le futur Charles Quint étant encore trop jeune pour régner sur les fameux Pays-Bas hérités de Philippe le Beau, c'est Marguerite qui est choisie pour devenir gouvernante en attendant la majorité du garçon. C'est une véritable chance qui s'offre à Éléonore, son frère et ses 2 sœurs. Marguerite installe son neveu et ses nièces dans le palais de Malines. Sous son égide, Malines devient l'un des centres culturels et humanistes les plus importants des Pays-Bas. Erasme et Dürer viennent visiter la bibliothèque de la gouvernante des Pays-Bas. Sa renommée fait le tour de l'Europe. Les jeunes gens baignent dans l'ambiance raffinée et cosmopolite d'une cour où gravitent quelques-uns des plus illustres peintres, sculpteurs, architectes et poètes du temps. Ils reçoivent une éducation extrêmement soignée, principalement en langue française. Dans leur correspondance très suivie tout au long de leur vie, les frères et sœurs s'exprimeront toujours en français. Éléonore apprend aussi, bien sûr, l'espagnol et le latin. Elle acquiert de solides connaissances en art et en littérature, en musique également. Marguerite, qui compose elle-même, engage de talentueux musiciens pour enseigner leur art à ses neveux et nièces. Éléonore sera plus tard louée pour ses talents à jouer autant du luth que du clavicorde, pour sa passion pour la danse et sa très belle voix. Pour couronner le tout, elle est réputée excellente cavalière. Née dans une famille prestigieuse, éduquée dans une grande richesse intellectuelle et une parfaite élégance de talent et de manières, l'archiduchesse est vraiment l'idéal de la jeune princesse de la Renaissance destinée à un glorieux mariage, qu'on aura, bien évidemment, décidé pour elle.
En 1516, Charles atteint sa majorité. Il part s'installer au Coudenberg, ancien palais des ducs de Bourgogne à Bruxelles. Il est accompagné de ses sœurs favorites, Marie et Éléonore. Il appelle d'ailleurs cette dernière « ma meilleure sœur ». Ils formeront toute leur vie un trio extrêmement soudé. Par sa simple naissance, Éléonore est l'une des princesses les plus convoitées d'Europe. Les projets de mariage s'accumulent, les maris potentiels se succèdent. On songe au duc de Lorraine, puis au duc de Bavière. Pas assez prestigieux. Le roi de France, Louis XII, veuf d'Anne de Bretagne. Il finit par épouser la belle Marie Tudor, sœur du roi Henri VIII d'Angleterre. Le roi Christian II de Danemark, il sera pour sa sœur Isabelle qui connaîtra un mariage très malheureux. Maximilien Ier envisage alors pour sa petite fille de 17 ans une union avec le roi de Pologne de 30 ans son aîné, puis il se ravise et choisit pour elle le roi Manuel Ier de Portugal qui approche de la cinquantaine. Éléonore est loin d'être ravie. Elle rêve d'épouser le fringant comte palatin Frédéric II qu'elle fréquente souvent à Malines. Charles Quint montre à ce moment-là à quel point il comprend dès son plus jeune âge ses responsabilités en tant que chef de famille. Il dévoile sa détermination à utiliser ses frères et sœurs, même sa sœur favorite, sur l'échiquier européen. Les derniers biographes de Charles Quint, Juan Carlos d'Amico et Alexandra Danay, racontent l'anecdote qui suit survenue en 1517. Un jour, Éléonore fut surprise alors qu'elle cachait une lettre de Frédéric dans son décolleté. Immédiatement informé, Charles força Éléonore à lui remettre le billet. Il s'agissait d'une lettre d'amour dans laquelle Frédéric appelait la princesse « Mamie, ma mignonne » et où il se déclarait prêt à tout, ne désirant que « vous appartenir et vous à moi ». Éléonore ne put jamais lire ces mots. Les deux amoureux furent obligés de jurer qu'aucun contrat de mariage secret n'avait été signé et qu'ils y renonçaient à tout jamais. Le comte Frédéric fut banni de la cour bourguignonne et Éléonore dut se plier à la volonté de son frère. Pour encourager Éléonore à se soumettre à la décision de leur grand-père Maximilien, Charles lui jure qu'après la mort de Manuel Ier, prévisible car le souverain est beaucoup plus âgé, elle ne sera plus jamais mariée contre son gré. Éléonore se fait une raison. L'empereur accorde à sa petite fille une dot considérable ainsi que des revenus personnels qui assurent son indépendance. Le 5 septembre 1517, la princesse quitte la Flandre avec son frère Charles qui s'en va prendre possession du trône d'Aragon, hérité de son grand-père Ferdinand. La jeune femme est de toutes les fêtes, bals et chasses qui se succèdent lors de la traversée des provinces. Lors de l'entrée triomphale de Charles à Valladolid le 18 novembre, Éléonore est passée au crible par les ambassadeurs qui y vont de leurs petits commentaires à son sujet. Le Vénitien Gasparo Contarini affirme qu'elle a l'air d'une vraie flamande. C'est un compliment, car l'ambassadeur ajoute qu'il ne lui trouve pas l'arrogance des dames espagnoles. Toute sa vie, on louera le charme très particulier d'Éléonore. L'historien Robert Knecht nous détaille le tableau que j'ai choisi en illustration de ce podcast. Nous devons le meilleur portrait d'elle au peintre flamand Jos van Cleef, qui travaillait à la cour de France autour de 1530. Nous y voyons une femme âgée d'une trentaine d'années, portant un superbe costume fourré avec des broderies en fil d'or et des manches crevées, garnies de pierres précieuses et de perles. Pâle de visage, elle a le front large, les yeux grands, les sourcils minces et épilés, le nez long et droit, la bouche petite avec des lèvres épaisses et un menton, Habsbourg, dont la lourdeur a certainement été atténuée par l'artiste. Ce portrait est une telle réussite qu'il sera peint en 8 versions différentes conservées dans le monde entier. Il ne reste plus pour Éléonore qu'à prendre la route du Portugal. Les noces avec Manuel de Portugal sont célébrées à Lisbonne le 24 novembre 1518. Éléonore de Habsbourg est accueillie avec un faste inouï dans une cour aussi brillante et raffinée que celle de Malines. Pour les festivités qui accompagnent les noces,
Le roi a fait puiser dans le cérémonial portugais et dans le cérémonial bourguignon que l'on admire beaucoup. Il s'agit de faire honneur à sa nouvelle épouse et de lui offrir une réception digne de son illustre statut et de la famille qu'elle représente. L'historienne Maria Cantera explique à quel point le puissant royaume de Portugal déploie un langage du pouvoir fondé sur le luxe et la possession ostentatoire de l'exotisme. Et oui, à cette époque, le Portugal est un immense empire commercial qui comprend de nombreuses colonies en Afrique et en Asie. Elles permettent l'arrivée à Lisbonne de précieuses épices et de textiles provenant d'Inde. D'Inde proviennent aussi les plus somptueuses pierres précieuses. Si l'archiduchesse arrive avec ses propres bijoux réellement magnifiques, dont certains sont directement pillés par Charles Quint dans le trésor de leur mère en Espagne pour constituer sans se ruiner la dot de sa sœur. La préciosité des bijoux offerts par Manuel à Éléonore dépasse cependant l'entendement. La liste des gemmes indiennes, des perles et des diamants qu'il présente à sa jeune épouse est prodigieuse. La nouvelle reine séduit immédiatement sa famille. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. L'union avec Éléonore est pour Manuel Ier son 3e mariage. Il a déjà des enfants avec lesquels la nouvelle souveraine, guère plus âgée qu'eux, noue des liens affectueux, notamment avec la jolie Isabelle qui épousera plus tard Charles Quint. Durant son règne assez bref au Portugal, Éléonore facilite et encourage l'introduction de la musique et de la peinture des Pays-Bas. On sait par exemple que dans son cercle d'intimes évolue un certain Bernard van Orley, célèbre artiste au service de sa tante Marguerite. Très pieuse, la reine patronne aussi les institutions religieuses et fonde un couvent à Faro dans l'Algarve. Éléonore donne aussi 2 enfants à son époux, un garçon qui ne survit pas et une fille, Marie. Manuel Ier meurt en décembre 1521 à Lisbonne. La petite Marie n'est âgée que de quelques mois. Malgré son désir ardent de la ramener avec elle en Espagne, le nouveau roi Jean III refuse catégoriquement. En attendant, dans l'espoir de revoir sa fille un jour, Éléonore reprend son rôle de pion diplomatique. L'un des plus grands adversaires de Charles Quint est le roi de France François Ier. Les rivalités et les jalousies ne cessent de surgir entre les 2 princes. En 1519, Charles est élu empereur du Saint-Empire romain germanique au détriment de François Ier. Le souverain français voit, non sans raison, Charles Quint comme la plus grande des menaces pour son royaume. Il possède désormais des territoires qui encerclent la France et lui confèrent un pouvoir immense. Depuis Charlemagne, on n'a pas vu un tel empire. Brillant politicien, Charles Quint réussit à s'allier secrètement au roi d'Angleterre Henri VIII Tudor, qui a pourtant donné sa parole à François Ier. Il va plus loin en s'assurant la fidélité du connétable Charles III de Bourbon. Les ressentiments personnels que ce personnage rumine à l'encontre du roi de France le décident à trahir son pays et à se ranger du côté de Charles Quint. Dans la balance, l'empereur lui fait miroiter un hypothétique mariage avec Éléonore, assorti de 100 000 écus de dot. Certainement dans la confidence qu'elle n'aura aucune obligation de l'épouser plus tard, l'archiduchesse doit cependant rester célibataire pour donner le change. Furieux de la trahison du roi d'Angleterre et du connétable de Bourbon, François Ier fonce avec ses armées sur Milan. Après avoir occupé la ville, il met le siège devant Pavie. On assiste alors à une situation surréaliste lors de cette 6e guerre d'Italie qui oppose les armées impériales aux armées françaises. En effet, c'est le traître roi de France, Charles de Bourbon, qui commande les armées de Charles Quint. Le 25 février 1525, la France connaît l'un des plus cuisants échecs militaires de son histoire. 10 000 hommes perdent la vie et le roi lui-même est fait prisonnier par Charles Quint. Une catastrophe. Tandis que François Ier rumine sa défaite, d'abord dans une forteresse italienne puis espagnole, sa mère, la puissante Louise de Savoie, tente de le faire libérer le plus rapidement possible.
C'est dans ce contexte complexe que Charles III de Bourbon vient trouver l'empereur pour réclamer son dû, la main d'Éléonore. Il découvre alors que Charles Quint a changé d'avis. Il vient d'accepter d'unir sa sœur à François Ier. Les tractations matrimoniales font toujours partie de la complexité des relations entre grandes puissances. Plusieurs raisons expliquent le revirement de l'empereur. Un roi de France, même captif, vaut mieux qu'un duc spolié de son domaine et capable de trahir son maître, non ? Du côté de François Ier, les raisons sont évidentes. Contrecarrer une union désastreuse entre un traître bénéficiant encore d'un vaste réseau de relations en France et son ennemi de toujours. Et puis, sa première épouse Claude de France étant morte en 1524, il faut bien une nouvelle reine pour animer la cour. De nombreux conseillers de Charles Quint sont favorables à ce mariage français qui devra faire partie des conditions de libération de François Ier. Notamment un conseiller bruxellois très écouté par l'empereur, Charles de Lannoy. Il se charge même de convaincre Éléonore d'accepter l'union avec François Ier. Les conditions du traité de Madrid sont d'une impensable dureté pour le roi de France, à l'image de sa piteuse campagne italienne. François Ier s'engage, en échange de sa liberté retrouvée, à céder à Charles Quint la Bourgogne et le Charolais, à restituer au connétable de Bourbon tous ses biens, à renoncer à ses prétentions sur l'Italie, les Flandres et l'Artois. Pour le forcer à respecter les clauses du traité, on ajoute le pire des outrages, la captivité de ses 2 fils, gardés comme otages à sa place jusqu'au respect de toutes les clauses. Dès le début de ces étonnants pourparlers, Éléonore est au cœur du système de négociation. Bien avant son arrivée en France, elle entretient une importante correspondance qui témoigne de ses rapports politiques personnels avec la couronne de France. Elle intervient directement en faveur de l'application des traités de paix avec tact et intelligence. Louise de Savoie en personne lui écrit dès 1525 pour lui demander de faire ce qui est en son pouvoir pour accélérer la libération de François Ier. Le mariage d'Éléonore avec le roi de France est définitivement conclu et prévu dans le traité de Madrid, enfin signé le 14 janvier 1526. Le roi est libéré presque aussitôt. Le 20 janvier, il se fiance avec Éléonore par procuration. Le 13 février, Charles Quint vient le trouver à Madrid et l'emmène jusqu'à Illescas rencontrer sa future épouse. Lors de magnifiques réjouissances qui durent plusieurs jours, l'archiduchesse apprend à le connaître. Enfin, le 19 février, Charles Quint part pour Séville où il doit épouser Isabelle de Portugal, tandis que François Ier entame avec soulagement son voyage retour. 4 ans vont s'écouler avant qu'Éléonore ne puisse le revoir. Pour l'instant, elle aussi est retenue en Espagne à Victoria comme gage de la bonne foi du roi. C'était Marie Petitot dans le podcast Plume d'Histoire. À très bientôt pour le prochain épisode de la série Éléonore de Habsbourg.